Octobre 1941. Moscou brûle de l'intérieur, et le monde ne le sait pas encore. Dans les caves du Kremlin, des secrétaires brûlent des liasses de dossiers classés. Le métro n'ouvrira pas ce 16 octobre. À l'ouest, des motocyclistes allemands règlent leur longue vue sur les tours crénelées du Kremlin, et ce qu'ils voient est à portée de tir. Guderian à gauche, Gotha à droite, les mâchoires se referment. L'armée rouge n'a presque plus rien à leur opposer. Les divisions de milices populaires, étudiantes et ouvrières, tombent par milliers dans la neige. Et c'est à ce moment précis, à cet instant exact où tout peut basculer, qu'un train spécial traverse la Sibérie d'est en ouest, vers la capitale, et qu'à l'intérieur de ce train, un homme au visage couturé, un général d'armée nommé Yossif Rodionovitch Apanasenko, commande d'Extrême-Orient, répète dans sa tête le chiffre qu'il va devoir annoncer. Pas celui qu'il veut donner, celui qu'il peut donner. Pas celui qu'on exigera de lui, celui qu'il refusera de céder, quoi qu'il arrive. Tu vas voir pourquoi ce visage compte. Tu vas voir pourquoi l'histoire russe a gardé vivante la légende de cet homme. Et tu vas voir pourquoi Staline, ce soir-là, n'a pas fait ce qu'il faisait à quiconque élevait la voix. La scène qui circule dans les mémoires est la suivante. Le bureau de Staline, au Kremlin, tard dans la nuit. 3 hommes. Staline, cigarette au coin des lèvres, pipe à la main. Gennady Borkov, premier secrétaire du comité régional du parti à Khabarovsk, qui a apporté ses dénonciations et qui attend, poli, que le maître punisse l'indiscipline. Et Apanasenko, général d'armée, 51 ans, qui sent dans son dos le poids d'1 million de soldats japonais massés en Mandchourie, à portée de fusils de la frontière soviétique. Staline parle le premier. Le ton est celui qu'on imagine, mesuré, presque doux, et c'est précisément pour ça qu'il fait peur. Il dit en substance « La situation sous Moscou est critique. Nous avons besoin de vos hommes. Combien pouvez-vous donner tout de suite ?» Apanasenko ne marchande pas. Il donne le chiffre qu'il a préparé dans le train. 20 divisions de fusiliers, 7 brigades de chars, l'aviation, près de 200 000 combattants habillés pour l'hiver, entraînés, complets. C'est déjà énorme. Moscou n'a rien de tel en réserve. Staline écoute, acquiesce, puis ajoute, comme une évidence, et l'artillerie. Toute l'artillerie anti-char, toutes les pièces de DCA. Vider l'Extrême-Orient jusqu'au dernier tube. Là, selon le récit qui s'est transmis de bouche à oreille, le général aurait perdu son sang-froid. Le verre de thé, dit-on, aurait volé sur le tapis. Un juron, plusieurs jurons, auraient été hurlés au visage du maître du Kremlin. Le poing du général se serait abattu sur la carte dépliée sur la table. Borkov, témoin, aurait serré les poings dans ses poches en attendant l'arrestation. Aucun procès-verbal ne conserve ces mots. Aucun sténogramme. Cette scène vient de mémoires tardives, de récits de troisième main, de la légende qui a décidé longtemps après que cet homme-là avait eu ce droit-là. Mais c'est précisément cette légende qui dit quelque chose de vrai. Et c'est ce qu'on va chercher. Pourquoi ? Pourquoi le ton se durcit-il ici, sur l'artillerie, et pas sur les 200 000 hommes ? Parce qu'Apanasenko, en ce mois d'octobre, ne pleure pas ses divisions. Il sait que le front de l'Ouest les mangera, qu'elles serviront, qu'elles mourront. Et il a fait la paix avec ça depuis le départ. Mais l'artillerie, c'est autre chose. Une division partie vers Moscou, il l'a reconstruit sur place, avec les réservistes, les cheminots, les habitants des colonies. Il garde les numéros, il garde les drapeaux. Et vu de Tokyo, vu des observateurs japonais au-delà de l'amour, la puissance soviétique en Extrême-Orient n'a pas bougé d'un homme. C'est un tour de main, presque une escroquerie stratégique. Les pièces d'artillerie, elles, ne se remplacent pas en quelques semaines. Les usines sont au-delà de l'Oural. Si on vide les dépôts d'Extrême-Orient, il faudra 6 mois pour les réalimenter. Et pendant ces 6 mois, une frontière de plusieurs milliers de kilomètres le long du fleuve Amour sera défendue par des hommes sans canon, face à une armée du Kwantung qui a 1 million de baïonnettes,
qui possède des chars, qui possède une aviation, et qui n'a qu'à tendre la main pour couper le transsibérien en un seul bombardement nocturne. Sans artillerie, les 20 divisions fraîches envoyées à Moscou seront, dit le général, de la chair à canon pour les blindés japonais qui décideront de bouger. Avec l'artillerie conservée, la frontière tient. Sans la frontière tenue, le transsibérien saute. Sans le transsibérien, l'Extrême-Orient meurt de faim. Et sans l'Extrême-Orient tenu en laisse, le Japon n'a plus aucune raison de rester neutre. C'est ce raisonnement-là qui, selon le récit, explose dans le bureau de Staline. Un raisonnement dur, militaire, sans diplomatie. Et Staline, qui n'a pas besoin d'un traité pour comprendre une carte, fait ce que la légende garde comme un moment exceptionnel. Il se tait. On dit qu'il s'est approché de la fenêtre. On dit qu'il a regardé dehors, longuement, le bout incandescent de sa cigarette à peine visible dans l'obscurité. On dit qu'il a souri, très légèrement, et qu'il a prononcé une phrase calme, presque paternelle. « Calmez-vous, camarade Yossif », quelque chose comme ça. Aucune archive ne le confirme, mais la mémoire russe a voulu que ce soit dit. Et c'est ça qui est intéressant. Staline pardonne l'éclat de voix. Staline ne fait pas arrêter le général. Staline n'écoute pas les dénonciations de Borkov, qui rentrera à Khabarovsk avec ses rapports inutiles. Staline accepte de laisser l'artillerie en place. En échange, il exige une seule chose, que les divisions partent, tout de suite, et plus vite qu'il n'est humainement possible. Le marché est conclu. Les hommes sortent. Le silence du couloir du Kremlin à 3 heures du matin pèse plus lourd que les jurons du bureau. Borkov est livide, parce qu'il a vu le maître se faire insulter sans réagir. Apanasenko, lui, ne tremble pas. Il pense déjà à l'organisation du convoi. Il sait que le transsibérien, en temps normal, met 2 semaines à faire le trajet de Khabarovsk à Moscou. Il sait aussi que Guderian ne lui donnera pas 2 semaines. Il commence, dans sa tête, à calculer les intervalles entre les trains, les rotations des locomotives, la distance minimale entre 2 rames pour qu'un convoi bourré de fantassins et de chars ne se marche pas dessus. Et là, tu tiens le premier fil de cette histoire. La scène du bureau, on te l'a racontée. Et on a eu raison de te la raconter, parce que sans elle, tu ne comprends pas la suite. Mais la suite, c'est autre chose. C'est du rail, de la neige, des hommes qui marchent dans le noir. C'est une route construite à la vitesse de la peur, à travers la taïga de l'Ussuri, pour que le Japon ne voie jamais la frontière se vider. C'est un bluff à l'échelle d'un front, monté par un berger du gouvernement de Stavropol qui ne savait pas lire à 12 ans. Et c'est cet homme-là, précisément, que tu vas suivre. Tu vas voir d'où il vient, et pourquoi Staline, qui a fait tuer presque toute l'ancienne intelligentsia militaire, a gardé celui-ci en vie. Tu vas voir comment un gamin qui gardait les moutons devient, en 1920, un partisan dans la steppe, puis un divisionnaire dans la première armée de cavalerie de Boudienny, puis un général que Vorochnilov protège des purges, puis l'homme qu'on envoie au bout du monde parce qu'il est le seul qu'on n'a pas peur de laisser seul avec 1 million d'ennemis en face. Mais avant d'ouvrir ce deuxième acte, garde une image en tête. Moscou, nuit d'octobre 1941. Un bureau lambrissé. Un homme qui a peur de tout et qui, pendant quelques secondes, n'a pas eu peur de cet homme-là. Pourquoi ? C'est la question qui portera toute la première partie. Et la réponse, tu ne l'auras pas dans les archives. Tu l'auras dans la légende. Et la légende dit ceci. Le maître du Kremlin a reconnu, chez le général qui hurlait, quelqu'un qui, comme lui, pensait en territoire, en homme, en rail, et qui préférait perdre la vie plutôt que de perdre une carte. Demain, on te dira d'où vient cet homme, et tu comprendras que le bureau du Kremlin n'était que le dernier épisode d'une guerre beaucoup plus longue, celle qu'il menait depuis l'enfance contre sa propre absence d'avenir.
Le 15 avril 1890, dans le village de Mitrofanovskoye, au cœur du gouvernement de Stavropol, naît un garçon qu'on ne fêtera pas. La famille est de ces familles où l'on compte les enfants comme on compte les bêtes, et où la tendresse n'est pas un luxe. Son père est un paysan très pauvre, presque un ouvrier agricole, qui loue ses bras aux saisons. La mère fait ce que font les mères dans ces maisons. Elle tient, elle sert, elle se tait. Yossif Rodionovitch Apanasenko grandit dans la steppe, avec les moutons pour toute compagnie, et la steppe ne pardonne rien. À 12 ans, il garde le troupeau. À 12 ans, il ne va presque pas à l'école. Et c'est cette blessure-là, celle d'un homme qui sait lire, mais qui sait aussi, au fond de lui, qu'il a été mis au monde pour travailler la terre et rien d'autre, qui va le ronger toute sa vie. Tu vas voir pourquoi. Parce que dans l'armée rouge des années 30, dans cette machine à broyer les hommes, ce défaut est le plus dangereux de tous. On ne pardonne pas à un général d'être né paysan. On ne lui pardonne surtout pas de le rester, même déguisé en uniforme. Regarde autour de toi, en 1936, dans n'importe quel état-major de la jeune armée rouge. Tu vois deux types d'hommes. Les premiers, ce sont les militaires de l'intelligentsia, anciens officiers tsaristes, souvent. Ils parlent français, ils jouent du violon, ils ont fait l'Académie générale, ils ont lu Clausewitz dans le texte, ils ont gardé, même sous l'étoile rouge, les mains propres, les ongles propres, la voix mesurée. Staline les déteste. Pas d'abord par idéologie, par instinct. Il lui rappelle quelque chose qu'il n'est pas. 1937-1938, ces 2 années qui sentent la poudre, Staline les fait arrêter par fournée. On les accuse d'espionnage, de trotskisme, de sabotage, on ne sait plus très bien. Les meilleurs cerveaux militaires du pays disparaissent dans les caves du NKVD. On n'en reparlera plus. Et puis il y a les autres, les cavaliers, les hommes du premier conflit mondial qui ont fini la guerre à cheval, qui ont pris la guerre civile à cheval, qui ont appris le métier dans le sang et la poussière, sans manuel, sans théorie, sans professeur. Ceux-là sentent le suin de cheval et la Mahorka, pas l'eau de Cologne. Ceux-là se sont battus sous le drapeau rouge de Boudienny, dans la première armée de cavalerie, quand cette cavalerie-là a nettoyé la steppe des Blancs et des Cosaques ralliés à Koltchak. Ce sont des hommes simples, souvent à peine lettrés, durs au mal, durs à eux-mêmes, durs à leurs hommes. Staline ne les déteste pas, il les méprise un peu moins. Surtout, il les comprend. Et surtout, il a besoin d'eux. Apanasenko est de cette race. C'est un homme immense, large d'épaules, le visage couturé. Pendant la guerre civile, sous Tsaritsine, là où tout le sud s'est joué, il perd un œil dans une mêlée à la sabre. C'est un mutilé, et c'est un homme qui s'en fout. L'invalide de guerre d'avant, en Russie, c'était un mendiant. Celui-là devient un officier. Il lève son détachement de partisans dans le gouvernement de Stavropol. Il en prend le commandement. Puis c'est la division, la 6e division de cavalerie de la première armée de cavalerie de Boudienny. Et là, dans cette école du carnage en mouvement, il se forge une chose que personne ne lui enlèvera plus. La protection de Boudienny. Et à travers Boudienny, la protection de Vorochnilov. Et à travers Vorochnilov, l'oreille de Staline. Regarde comment fonctionne le système, et tu tiens un des ressorts cachés de toute cette histoire. En URSS, on ne survit pas par hasard. On survient parce qu'on appartient à quelqu'un. Boudienny et Vorochnilov sont, à la fin des années 30, les 2 seuls maréchaux vraiment intouchables. Ce sont eux qui, en 1937 et 1938, signent les certificats de bonne conduite communiste, les fameuses caractéristiques, qui sauvent les officiers suspects de la purge. Un mot de Boudienny, et l'homme vit. Un silence, et il disparaît. Apanasenko vit. Pas parce qu'il est brillant, pas parce qu'il est loyal au régime. Il vit parce qu'il est utile, et parce que le maréchal a besoin de ses cavaliers comme d'une garde personnelle. Mais il y a autre chose, et c'est ce qui va décider de la suite. Staline regarde Apanasenko, et il y voit quelque chose qui l'intéresse.
et qui n'a rien à voir avec la politique. Il y voit ce que les Russes appellent la sila, la force brute, la puissance animale, le feu qui ne s'éteint pas. En russe, on dit zverinaya pervobitnaya sila. C'est un mélange de rage, d'endurance, d'absence totale de peur. C'est rare. Staline aime ça, parce que Staline est lui-même, depuis sa jeunesse dans la rue géorgienne, un homme qui se méfie des gens polis. Il a gardé Apanasenko comme un chien de chêne, dira plus tard un mémorialiste. C'est brutal à dire, c'est comme ça que ça marchait. Un chien de chêne, ça mord quand on lâche, et ça mord qui le maître désigne. En 1938 donc, Staline décide d'envoyer Apanasenko en Extrême-Orient. Le poste est vacant. Le prédécesseur, le maréchal Bliouker, héros de la légende soviétique, a été arrêté et battu à mort dans les caves du NKVD. Le front d'Extrême-Orient est orphelin. C'est un poste dont personne ne veut, parce que c'est le bout du monde, et que derrière la frontière, il y a le Japon, et qu'en 1938, on ne sait pas encore si le Japon bougera. 1939, c'est Kassan. 1939, c'est Khalkhin Gol. Les 2 fois, l'armée rouge a pris des coups. Staline a besoin là-bas d'un homme qui n'ait pas peur du vide. Apanasenko arrive donc à Khabarovsk en 1938, et tout ce qu'il voit le met en rage. L'armée d'Extrême-Orient a été décapitée par les purges. Les officiers restants tremblent. Les régiments sont en loques. Les postes frontières sont des passoires. Les cuisiniers volent la viande. Les intendants revendent le fourrage. La peur a remplacé l'autorité. Et lui, le nouveau commandant de front, débarque comme un propriétaire dans un domaine abandonné. Il entre dans les casernes sans prévenir, soulève les marmites, casse la vaisselle pourrie, renverse la soupe sur la tête d'un intendant voleur, casse la mâchoire d'un fournisseur pris la main dans le sac. Il arrête des trains de voyageurs pour y charger des munitions. Il réquisitionne les tracteurs des kolkhozes pour creuser des tranchées. C'est, en langage soviétique de 1938, une attitude de prince apanagiste. En langage clair, c'est un homme qui gouverne par la terreur, parce que c'est le seul langage qu'ils connaissent, et parce qu'à ses yeux, c'est le seul qui marche. À Khabarovsk, il y a un homme qui regarde tout ça, et qui écrit. Gennady Borkov, premier secrétaire du comité régional du parti, observe, note, rédige. Il envoie à Moscou des rapports où l'on parle de grossièreté, de jurons sur les portraits des membres du Politburo, d'insultes envers les cadres du parti, de culte de la personnalité, de non-respect des réunions du bureau régional. Borkov est un homme du système. Borkov sait que, dans ce système-là, on ne détruit pas un général d'armée en le combattant. On le détruit en écrivant. Mais Borkov n'arrive pas à détruire Apanasenko. Et c'est là que tu dois t'arrêter, parce que c'est une vraie question, et qu'il ne faut pas la traiter comme une révélation, mais comme une question. Pourquoi ? Pourquoi Staline, qui faisait tuer des maréchaux comme Bliouker, qui liquidait des généraux d'armée par dizaines, qui n'avait besoin que d'un claquement de doigts pour envoyer n'importe qui au sous-sol, laisse-t-il cet ours énorme insulter publiquement le portrait de ses propres collègues ? Pourquoi tolère-t-il qu'on l'appelle prince apanagiste, qu'on vole du matériel, qu'on arrête des trains civils, qu'on parlemente avec les kolkhosiens comme avec des serfs ? La réponse, personne ne la connaît avec certitude. On peut la deviner. D'abord, Apanasenko est utile. Il est en Extrême-Orient, il tient la frontière, il fait ce que Staline ne peut pas faire lui-même. Ensuite, il a des protecteurs, et Boudienny et Vorochnilov ne sont pas des protecteurs qu'on sème. Enfin, et c'est peut-être le plus important, Staline sait qu'un homme pareil ne conspirera jamais. Il est trop simple, trop brutal, trop lisible. Il gueule, il menace, il frappe, mais il ne complote pas. Et dans le monde souterrain du Kremlin, un homme lisible est un homme qui survit. Donc Borkov écrit, et Apanasenko reste. Et chaque rapport qui arrive de Khabarovsk sur le bureau de Staline fait un bruit sec de papier froissé, puis finit au panier. Le général le sait. Ça l'enrage, parce qu'il déteste qu'on l'espionne. Mais ça le rassure, parce que ça veut dire qu'on ne le touchera pas
tant qu'il sera utile. En janvier 1941, il prend officiellement le commandement du front d'Extrême-Orient. En février de la même année, il reçoit le grade de général d'armée. À cette date, dans toute l'armée rouge, il n'y a qu'une poignée d'hommes à porter ce grade. Ce sont les derniers survivants de la génération des cavaliers de la guerre civile. Ce sont aussi les prochains que Staline va devoir choisir entre sacrifier et utiliser. Et c'est à ce moment précis que commence, pour ce berger devenu général d'armée, la plus grande épreuve de sa vie. Une épreuve qu'il n'a pas vue venir. Une épreuve où la frontière, le Japon, le transsibérien, la peur de 1938, les purges, les locs dans les casernes, et la route qu'il faudra construire à travers la taïga, tout cela va se rencontrer dans une même question. Comment défendre l'invivable ? Tu vas voir comment il répond. Et tu vas comprendre pourquoi, des décennies plus tard, des gens raconteront qu'il a hurlé dans un bureau, et pourquoi d'autres diront qu'il aurait aussi bien fait de se taire. Tu vas maintenant entrer dans un endroit dont les Russes ne parlent jamais à la légère. Pas parce que c'est un secret, mais parce que c'est un endroit où la peur a une odeur, et où cette odeur, pour ceux qui y ont vécu, ne part plus. L'extrême-orient soviétique de 41. Imagine, tu es à Khabarovsk, ou à Vladivostok, ou à Blagovetchensk. Derrière toi, à l'ouest, la Sibérie, c'est-à-dire presque rien. Devant toi, au sud, de l'autre côté du fleuve Amour et de l'Oussouri, la Mandchourie. Et dans cette Mandchourie, 1 million de soldats japonais, l'armée du Kwantung, la plus grande concentration de troupes au monde, en dehors de l'Europe, et ces troupes, elles sont là depuis des années. Elles ont des chars, elles ont une aviation, elles ont l'expérience de Kassan et de Khalkhin-Gol, 2 fois où les Japonais ont mordu, et 2 fois où les Russes ont rendu les coups. Et toi, général Apanasenko, tu commandes un front de plusieurs milliers de kilomètres, une frontière qui court le long de 2 fleuves, une frontière que personne ne peut défendre sérieusement, parce qu'elle est trop longue, parce que les hommes sont trop peu nombreux, parce que les officiers ont été tués en 37 et 38, parce que les régiments sont en loc, parce que la peur est dans les ventres. Tu regardes ta carte, et tu vois une ligne, et derrière cette ligne, 1 million d'hommes, et tu sais qu'un seul bombardement japonais, une seule nuit, peut te couper la jugulaire. La jugulaire, c'est le transsibérien, la grande ligne de chemin de fer qui traverse toute l'URSS d'ouest en est, depuis Moscou jusqu'à Vladivostok. C'est par elle que tout arrive, les vivres, les munitions, les renforts, l'essence, l'acier, le charbon, le bois, les médicaments. C'est par elle que l'extrême-orient soviétique respire. Et voilà le problème. Le transsibérien, à certains endroits, ne longe pas la frontière. Il la frôle. À certains endroits, il passe à quelques kilomètres de la frontière chinoise. À d'autres endroits, il passe sur la rive soviétique d'un fleuve, mais les canons japonais, de l'autre côté, peuvent l'atteindre. Un avion japonais qui décolle de Mandchourie peut voir en quelques minutes les rails russes. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'en cas de guerre, la première nuit, le Japon peut paralyser tout l'extrême-orient soviétique sans envoyer un seul fantassin. Quelques bombes sur les ponts, quelques bombes sur les nœuds ferroviaires, quelques bombes sur les tunnels, et c'est fini. Vladivostok est isolé. Khabarovsk est isolé. Les troupes de l'intérieur ne peuvent plus rejoindre la côte. Et l'extrême-orient devient un sac, et dans un sac, on étouffe. Apanasenko connaît tout ça par cœur. C'est son travail de connaître ça par cœur. Et un jour, au début de l'année 41, il prend une décision qui, à Moscou, va lui coûter cher si elle est connue. Une décision que personne ne lui a demandé. Une décision qu'il prend seul, dans son bureau, devant sa carte, en regardant la frontière et les rails, et en comprenant, avec la lucidité froide d'un homme qui ne s'enivre jamais de mots, qu'on ne peut pas miser la vie de tout un front sur une ligne de chemin de fer qui peut sauter en une nuit. Le 1er février 1941,
Il convoque l'état-major. Il ne leur demande pas leur avis, il leur donne un ordre. Il faut construire une vraie route, automobile, parallèle au transsibérien, qui passe plus au nord, à l'intérieur des terres, à travers la taïga de l'Ussuri, et qui relie Khabarovsk à Kouibychevka-Vostochnaya. Une route de près de 1000 kilomètres. Une route qui pourra prendre le relais du chemin de fer, si le chemin de fer saute. Une route par laquelle on pourra transporter des vivres, des munitions, des renforts, à défaut de train, par camion, par convoi hippomobile, par tout ce qui roule. Tu imagines le tableau. Les officiers d'état-major qui se regardent. Personne n'a reçu d'ordre de Moscou. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de machine. Et il n'y a pas le temps. Le Japon est en face. Le monde brûle. L'Allemagne a déjà englouti la moitié de l'Europe. Et Apanasenko, ce jour-là, dit quelque chose qui ressemble à un aveu et à un ordre en même temps. Quelque chose comme « Les hommes, on les trouvera. L'ordre, je le donne moi-même. » C'est un pari insensé. C'est un acte qui techniquement est un crime. Un général qui engage des ressources stratégiques, qui mobilise des hommes, qui consomme du carburant et des explosifs, sans l'aval de Moscou, en temps de paix, pour un chantier qui n'est pas dans le plan, c'est un homme qui signe son propre arrêt de mort. Dans le code pénal soviétique de l'époque, c'est du détournement de biens de l'État, en particulier grande envergure, article passible de la peine capitale. Et Apanasenko le sait. Mais il le fait quand même. On mobilise. Des soldats d'abord. Les unités du front d'Extrême-Orient, en 1941, ne manquent pas encore. On y ajoute les détenus du goulag. On y ajoute les kolkhosiens. On y ajoute des femmes, des vieux, des adolescents. On rassemble des dizaines de milliers de gens dans la taïga, entre le fleuve Amour et les monts de l'Ussuri. La taïga, à cet endroit, n'est pas une forêt aimable. C'est un marécage, un fouillis de moustiques gros comme des moucherons, de troncs tombés, de rochers, de rivières, de sangliers, de brumes qui ne se lèvent jamais. On travaille 16 heures par jour, on dort dans la boue, on casse la roche à la pioche, on fabrique son propre explosif. On n'a pas d'autre choix. Apanasenko ne reste pas dans son bureau. Il monte dans sa Jeep américaine, la Willys, et il parcourt la ligne. Il arrive sans prévenir, il gueule, il menace, il promet la prison. Il promet aussi des décorations à ceux qui percent 1 kilomètre de plus que les autres. Les chefs de chantier qui le voient arriver disent tous la même chose. On serre les fesses. Mais on avance. Parce que l'homme qui vous regarde sous le nez a déjà cassé des mâchoires pour moins que ça. Le chantier avance. Et comme tout chantier soviétique qui avance, il finit par arriver aux oreilles de Moscou. Les rapports, les fuites, les chiffrages, les rumeurs. Quelqu'un, à un certain niveau, finit par regarder les chiffres du carburant et des explosifs consommés en Extrême-Orient et constate qu'il y a un trou. Un gros trou. Et le trou a un nom. Apanasenko. À Moscou, Lavrenti Beria, le maître du NKVD, voit arriver l'affaire comme un cadeau. Détournement de biens de l'État, en temps de paix, par un général d'armée, sur un chantier qui n'existe dans aucun plan. Pour Beria, c'est un dossier en or. C'est une tête qui tombe dans une boîte, et on n'a même pas besoin de la pousser. Beria fait son rapport, Staline exige des explications. Et c'est là qu'on entre dans la légende, et qu'il faut la traiter comme légende, parce qu'aucune archive ne la confirme, mais que la mémoire russe l'a gardée vivante, et qu'elle dit quelque chose de vrai sur cet homme. Selon ce récit, Apanasenko envoie à Staline une longue dépêche, et dans cette dépêche, il y a une phrase, une seule, qui suffit. La voici, telle qu'elle s'est transmise, presque mot pour mot, parce que cette phrase, des gens la connaissaient par cœur avant qu'on en fasse un film ou un livre. Si les Japonais coupent le transsibérien, je transporterai les obus sur des charrettes, par cette route. Jugez-moi après. Pour l'instant, laissez-moi finir. Staline lit la dépêche. Staline, dit-on, ne répond pas.
Il ne sanctionne pas. Il ne casse pas Apanasenko. Il laisse faire. Beria, dit-on, se range la dépêche dans sa poche et attend un autre moment. Le chantier continue. Les kolkhosiens continuent à piocher la taïga. Les détenus du goulag continuent à poser des bombes artisanales dans la roche. Et la route avance. 5 mois. C'est le temps qu'il faut pour faire près de 1000 kilomètres dans la taïga de l'Ussuri. Février 1941. Septembre 1941. 5 mois. La route est prête. Elle est rudimentaire. Elle est parfois juste 2 bandes de terre damées entre les arbres. Mais elle existe. Elle peut supporter des convois. Elle peut supporter des camions. Elle peut supporter, si le transsibérien saute, la survie de tout un front. Et personne, à Tokyo, ne sait qu'elle existe. Quand la route est terminée, Apanasenko ne se congratule pas. Il ne fait pas de discours. Il rentre à Khabarovsk et il regarde à nouveau la carte. Il sait que la route est une assurance. Il sait aussi qu'on ne construit pas une assurance si on n'est pas sûr que le pire va arriver. Et le pire, en septembre 41, a un nom qu'il n'avait pas prévu. Ça n'est pas Tokyo, c'est Berlin. Ça n'est pas le Japon, c'est l'Allemagne. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'en septembre 41, le pire arrive vraiment. Guderian est devant Moscou. Les divisions de l'armée rouge, sur le front de l'Ouest, sont à peine plus que des noms. Staline appelle au secours. Et le seul homme qui a, à ce moment-là, des divisions fraîches, entraînées, habillées pour l'hiver, c'est Apanasenko. C'est le berger de Mitrofanovskoye. C'est le chien de chêne de Staline. C'est le prince apanagiste que Borkov dénonce chaque semaine. C'est lui qu'on va chercher. Et c'est lui qui va entrer dans un bureau, à Moscou, et qui va, selon la légende, faire voler un verre de thé sur un tapis. Et c'est là, dans ce bureau-là, que se joue la suite. Demain, tu verras ce bureau. Et tu verras pourquoi Staline, ce soir-là, n'a pas arrêté un homme qui venait de l'insulter. Octobre 1941. Moscou devient une ville qui retient son souffle, et qui sent déjà le brûler. Le 16 octobre, le métro n'ouvre pas. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les moscovites comprennent que ce qui arrive est différent. Dans les caves du Kremlin, on brûle des archives. On charge des camions de banque. On parle, dans les états-majors, d'évacuer le gouvernement à Kouïbychev, sur la Volga. Guderian est au nord-ouest de la capitale, Gott au sud-ouest, et les 2 bras de la tenaille se rapprochent comme 2 mâchoires. Des motocyclistes allemands, postés sur une hauteur au-delà de Klin, règlent leur longue vue sur les tours crénelées du Kremlin. Ils voient. Ils sont à portée. C'est une question de jours. Et dans ces jours-là, l'armée rouge n'a presque plus rien à envoyer. Les divisions de milices populaires, levées à la hâte dans les usines et les universités, des étudiants, des ouvrières, des retraités, sont jetées dans la bataille, sans uniforme d'hiver, sans canon, sans chars, et elles meurent par milliers dans la première neige. Les généraux qui commandent le front de l'Ouest le disent à la Stavka, et la Stavka le dit à Staline. Il n'y a plus de réserve. Il n'y a plus, nulle part en URSS européenne, de division fraîche, complète, habillée pour l'hiver, capable de contre-attaquer. Il y a un seul endroit où elles existent encore. Un seul. À 9000 km de Moscou, derrière les fleuves Amour et Ussuri, dans la taïga, sur la frontière avec la Mandchourie. Là-bas, commandé par un général d'armée nommé Apanasenko, se trouvent 25 divisions pleines, des chars, de l'aviation, des canons, et près de 200 000 hommes qui n'ont jamais vu un Allemand. Ils ont passé l'été à creuser la route de l'Ussuri, à monter et démonter des plans de mobilisation, à attendre un ordre. L'ordre arrive. Et l'ordre, c'est de tout envoyer vers l'ouest. Tout. Maintenant. Mais ce n'est pas si simple. Et c'est là que tu dois regarder en arrière,
vers le mois d'avril de la même année, parce que c'est là que se noue le paradoxe. En avril 41, l'URSS et le Japon signent un pacte de neutralité. Un vrai traité, signé à Moscou, qui doit empêcher le Japon d'attaquer par l'Est pendant que l'Allemagne attaque par l'Ouest. Sur le papier, c'est une assurance magnifique. Dans les têtes, à Moscou, personne n'y croit. Personne. Staline a dans la mémoire Port-Arthur et 1905. Staline a dans la mémoire Kassan et Khalkhin-Gol. Staline sait que les traités avec Tokyo sont des feuilles de papier qu'on brûle quand on n'en a plus besoin. Et il y a autre chose. À Tokyo, dans l'ambassade allemande, il y a un homme, Richard Sorge, un Allemand devenu soviétique, un espion de génie, qui transmet à Moscou depuis des mois des renseignements sur les intentions japonaises. Et ces renseignements disent tous la même chose. Le Japon ne va pas attaquer l'URSS. Le Japon va se retourner vers le sud, vers les colonies européennes, vers les Indes néerlandaises, vers Pearl Harbor peut-être. Le renseignement de Sorge est extraordinairement précis. Le renseignement de Sorge est extraordinairement dangereux, parce que Staline est certain que Sorge ment, ou que Sorge est un agent double, ou que les Japonais nourrissent Sorge pour endormir Moscou. Donc, en octobre 41, quand la Stavka veut vider l'Extrême-Orient, elle prend un risque énorme. Si Sorge a raison, le pari est gagné. Si Sorge a tort, le pari est perdu. Et si le pari est perdu, ce n'est pas seulement l'Extrême-Orient qui est perdu. C'est Moscou. C'est Staline. C'est l'URSS. Apanasenko reçoit l'ordre de se rendre à Moscou. Il monte dans un train spécial. Il traverse la Sibérie en sens inverse, en lisant des cartes, en refaisant des calculs, en pensant aux divisions qu'on va lui demander. 9000 kilomètres. 14 jours en temps normal. 14 jours pendant lesquels Moscou peut tomber. 14 jours pendant lesquels le monde peut basculer. Ce qu'il voit, en traversant la Sibérie, le confirme dans ce qu'il sait déjà. Des gares bombardées, des trains de réfugiés qui fuient vers l'Est, en sens inverse du sien, des femmes avec des enfants serrés contre elles, des vieillards assis sur des ballots, des gosses qui regardent passer les trains militaires avec des yeux trop vieux pour leur âge. Le monde se replie. L'URSS se replie. Et Apanasenko, lui, va vers l'ouest, vers le centre de la tempête, avec dans sa serviette un plan de transport qui doit transformer un front immobile en une flèche lancée sur des rails. Il arrive à la gare de Yaroslavl, à Moscou, avant l'aube. Une voiture noire l'attend. Le chauffeur ne dit pas un mot. La route jusqu'au Kremlin est presque vide. Les rues sont plongées dans le noir. La guerre a mangé l'éclairage des villes. Il entre dans le bâtiment, monte les escaliers. Il sent dans ses jambes la fatigue du voyage. Il sent dans sa tête le chiffre qu'il a préparé. 20 divisions de fusiliers, 7 brigades de chars, l'aviation. Près de 200 000 hommes, avec leurs uniformes, avec leurs armes, avec leurs chars, avec leur artillerie. C'est le maximum qu'il puisse envoyer sans mettre la frontière à nu. Staline est debout derrière son bureau. Il ne lui propose pas de s'asseoir. Son doigt, avec un ongle jauni par le tabac, glisse sur la carte, le long de la ligne du transsibérien. Et la première phrase est simple, presque douce, et c'est pour ça qu'elle fait peur. La situation sous Moscou est critique. Nous avons besoin de vos hommes. Combien pouvez-vous donner tout de suite ? Apanasenko ne marchande pas. Il donne son chiffre. 20 divisions, 7 brigades de chars, l'aviation. Presque 200 000 hommes, habillés pour l'hiver, entraînés, complets. Moscou n'a rien de tel. Moscou n'a plus rien. Staline écoute. Staline acquiesce, très légèrement, du menton. Puis il ajoute, comme s'il parlait du temps qu'il fait. Et l'artillerie. Toute l'artillerie anti-char. Toutes les pièces de DCA. Vider l'Extrême-Orient jusqu'au dernier tube. Et là, selon la légende qui s'est transmise, le général craque. Le verre de thé, dit-on, vole sur le tapis,
Un juron sort de sa bouche, puis un autre. Sa voix, dans ce bureau, devient la voix qu'on imagine, celle des cavaliers de la guerre civile, celle qui ne connaît pas la mesure. Le poing frappe la table, la carte plie. Borkov, dans un coin, attend l'arrestation. Aucune archive ne conserve ces mots, aucun sténogramme, mais c'est cette scène-là qui a survécu dans la mémoire russe, et c'est elle qu'il faut regarder pour comprendre la suite. Ce que dit Apanasenko, en substance, c'est la chose suivante. Une division partie, il la reconstruit sur place avec des réservistes, des cheminots, des habitants des colonies, et vu de Tokyo, la frontière n'a pas bougé d'un homme. C'est un tour de main, une escroquerie stratégique. Mais l'artillerie, on ne la remplace pas en 6 mois. Les usines sont au-delà de l'Oural. Si on vide les dépôts d'Extrême-Orient, les 20 divisions fraîches qu'on envoie à Moscou seront, au prochain printemps, de la chair à canon pour les chars japonais qui décideront de bouger. Sans artillerie, sans canon anti-chars, sans DCA, la frontière ne tient pas. Et si la frontière ne tient pas, le transsibérien saute. Et si le transsibérien saute, l'Extrême-Orient meurt. Et si l'Extrême-Orient meurt, le Japon n'a plus aucune raison de rester neutre. Staline fait une pause. On dit qu'il s'approche de la fenêtre. On dit qu'il regarde dehors. On dit qu'il sourit, très légèrement, et qu'il prononce une phrase calme, presque paternelle. « Calmez-vous, camarade Yossif. » Aucun document ne le confirme. Mais la mémoire russe a voulu que ce soit dit. Et c'est ce qui est intéressant. Le général n'est pas arrêté. C'est là tout le mystère de cette nuit-là. Les dénonciations rapportées de Khabarovsk restent sur la table sans produire le moindre effet, et leur auteur repartira vers l'Extrême-Orient les mains vides. L'artillerie anti-char reste où elle est. En échange, une seule exigence, et elle ne se discute pas. Les divisions doivent partir, et elles doivent arriver plus vite qu'aucun état-major ne le croit possible. La porte se referme. Dans le couloir vide, à 3 heures du matin, le silence pèse plus lourd que tout ce qui vient d'être hurlé. L'homme qui était venu le détruire marche devant, le visage gris. Celui qui devait mourir cette nuit-là ne tremble même pas. Il calcule déjà. En temps ordinaire, le transsibérien met 2 semaines pour relier Khabarovsk à Moscou. Il sait que la Wehrmacht ne lui accordera pas 2 semaines. Il exige 7 jours. 7 jours pour 9000 kilomètres. Il glisse un pistolet dans sa poche et prend le premier train vers l'est. Dans les gares de triage, il monte lui-même dans les postes d'aiguillage. Il crie, il menace, il impose ce qu'on appellera la rue verte. Les sémaphores bloqués au vert, les convois qui se suivent à quelques minutes, les locomotives qui ne s'arrêtent plus. Et ce qui arrive ensuite est écrit dans les manuels, et c'est réel, et c'est immense. Les divisions extrême-orientales arrivent à Moscou en décembre 41. La 32e division de fusiliers, commandée par le colonel Polosoukine, s'installe sur le champ de Borodino et tient 6 jours et 6 nuits face à 400 chars allemands, sans reculer d'1 kilomètre. La 78e division du général Beloborodov repousse la division SS Reich, l'élite de l'élite, et les Allemands fuient en abandonnant leur matériel. Guderian note dans son journal, en allemand, une phrase qui sera traduite et citée pendant des décennies. La panique s'est emparée de mes troupes. Les Russes semblent infinis. Ils surgissent de nulle part. Là, tu tiens le cœur du paradoxe. Un homme qui a refusé de donner l'artillerie a sauvé Moscou. Un berger qui ne savait pas lire à 12 ans a brisé la dernière offensive allemande. Un berger et 200 000 hommes, et une route à travers la taïga qu'il a fait construire sans permission, et un pari sur la lucidité de Richard Sorguet, et un bluff gigantesque qu'il monte en même temps qu'il vide ses casernes. Car c'est là le second miracle, et c'est celui que l'histoire raconte moins. Quand Apanasenko rentre à Khabarovsk, en décembre 41, il trouve ses casernes vides. Les hommes sont partis. Les canons sont restés, mais derrière les canons, il n'y a presque personne. 10 hommes par kilomètre de frontière. Et en face, de l'autre côté de l'Amour,
les observateurs japonais ont noté le mouvement, les trains qui partaient vers l'ouest, les casernes qui se vidaient, les officiers russes qui faisaient semblant de ne pas s'inquiéter. Et l'état-major de l'armée du Kwantung, à Tokyo, a commencé à faire chauffer les moteurs. Le général Yamada, qui commande l'armée du Kwantung, commence à rédiger des plans d'invasion. Apanasenko le sait, et c'est là qu'il monte, avec les moyens du bord, le plus grand bluff militaire de la guerre. Des maquettes de chars, faites de contreplaqués, de bûches, de vieux tonneaux, peintes en vert, promenées la nuit sur des plateformes ferroviaires. Des transmissions radio innombrables, avec des états-majors imaginaires qui donnent des ordres à des régiments qui n'existent pas. Le 5e corps de chars, disait l'une de ces fausses dépêches, doit se déplacer vers le lac Kamka. Et des ordres de cette eau-là, par centaines, jour et nuit. Et lui-même, Apanasenko, qui se rend en jeep à la frontière, descend devant les barbelés, se met debout de toute sa hauteur, rit aux éclats, fait des gestes grossiers en direction des postes japonais, menace du poing. Et il fait rouler, le long de la frontière, 5 vieux tracteurs agricoles qui tirent des billes de bois, moteurs ouverts, pots d'échappement libres, et le bruit ressemble à celui d'une armée de chars qui avance. Les Japonais, côté Mandchourie, déclenchent une alerte. Et Yamada envoie à Tokyo un rapport que Tokyo range dans ses dossiers et qu'on retrouve après la guerre. Les Russes se comportent de manière agressive. Leurs forces sont considérables. Attaquer maintenant serait un suicide. L'armée du Kwantung n'attaque pas. Et le transsibérien, dont les hommes partis vers Moscou ont affaibli les défenses, continue à rouler, à transporter, à nourrir l'extrême-orient soviétique. Voilà le tour de force. Un front vidé et qui tient quand même. Une frontière dégarnie et qui fait peur à 1 million d'hommes. Une guerre qui ne se joue pas seulement dans les champs de neige de Moscou, mais aussi dans les regards, les gestes, les bruits de moteurs, les chiffres qu'on invente pour faire peur. Et tout ça, c'est Apanasenko, le berger, le chien de chêne, le prince apanagiste que Borkov n'arrive pas à détruire. En 42-43, ce général écrit à Moscou chaque semaine. Il demande à partir au front, à se battre, à quitter ce rôle de gardien d'un champ vide qu'il supporte de moins en moins. Et Staline, qu'il a laissé gueuler, qu'il a laissé insulter, qu'il a laissé vivre, refuse de lui donner ce qu'il demande. Pourquoi ? C'est la question que tu vas maintenant te poser, et à laquelle il n'y a pas de réponse simple. Mais la suite, tu la connais. Demain, tu verras ce qui arrive quand un homme comme ça, un homme qu'on a enfermé dans l'arrière, obtient enfin d'aller se faire tuer. Le début de Fortisserie. Stalingrad vient de tomber, la 6e armée de Paulus s'est rendue dans les ruines, le Caucase tremble encore, et le monde, pour la première fois, regarde l'armée rouge comme une armée qui gagne. Georgi Joukov est devenu maréchal. Rokossovski est devenu maréchal. Nikolaï Vatoutine, qui commande le front de Voronej, est en train de devenir maréchal. Konev est devenu maréchal. Leurs portraits s'étalent dans la Pravda. Et à Khabarovsk, dans son bureau nu, au milieu de casernes vidées, en train de compter des wagons de bois et d'inspecter des tranchées où personne ne s'entraîne plus, Apanasenko regarde ses portraits et serre les dents. 53 ans. Le grade le plus élevé de l'armée rouge, sauf maréchal. Et l'impression, jour après jour, d'être devenu un gardien de basse-cour, un veilleur de nuit, un général de l'arrière qui protège un champ vide contre des corbeaux qui n'osent pas se poser. C'est un sentiment russe, et tu dois le comprendre pour comprendre la suite. C'est le sentiment d'un homme qui a fait sa vie dans la steppe, à cheval, au milieu des coups de feu, et qui se retrouve, à l'âge où l'on devrait mourir au combat, à promener des maquettes de chars en contreplaqué le long d'une frontière qui ne bouge pas. Apanasenko est un soldat de la guerre civile, élevé par Boudienny, formé à Tsaritsine, décoré de la croix de Saint-Georges dans l'autre guerre,
celle de 14. Ce qu'il connaît du métier, c'est le contact, le corps à corps, le sang dans la bouche, le cheval qui tombe, l'officier qui donne sa vie pour que ses hommes tiennent. Tout le reste, pour lui, c'est du remplissage. Et l'arrière, c'est le pire du remplissage. Borkov, à Khabarovsk, regarde son homme. Borkov ne dit rien, mais Borkov jubile, à sa manière froide de bureaucrate du parti. Borkov envoie toujours ses rapports à Moscou, et Borkov attend le jour où le maître décidera que le chien de chêne est devenu inutile. Ce jour-là, Borkov aura sa vengeance de paperasse. Mais Apanasenko, lui, ne pense pas à Borkov. Apanasenko pense à la guerre qui se passe à l'ouest, et il écrit. Il écrit chaque semaine. Au début, ce sont des lettres polies, dans le style soviétique. Permettez-moi de partir au front. J'accepte n'importe quel poste. Commandant de division, commandant de régiment, simple soldat, n'importe quoi, mais laissez-moi me battre. Staline ne répond pas. Les semaines passent. Apanasenko insiste. Les lettres changent de ton, deviennent plus sèches, deviennent plus dures. En mai 43, au téléphone direct avec la Stavka, il dit en substance quelque chose qu'on peut reconstituer sans en faire une citation exacte. Si on me laisse dans l'arrière, je maudirai le jour où j'ai enfilé cette tunique. Si on me laisse pourrir ici, je ne me reconnaîtrai plus. Staline écoute, dit-on. Staline, qui aime les hommes qu'il menace, parce que les hommes qu'il menace sont ceux qui ne conspirent pas, accepte. Pas de général, pas de mise en scène. Une simple phrase, posée comme un dossier qu'on classe. Préparez-vous. Vous partez pour le front de Voronezh. Adjoint au commandant. Le mot fait mal, et il faut le dire. Adjoint. Plus bas que son grade. Adjoint à Vatoutine, qui commande le front. Adjoint, lui qui commandait un front entier, qui avait 25 divisions, qui négociait d'égal à égal avec Staline. Adjoint. Mais Apanasenko, à en croire ceux qui l'ont vu ce jour-là, rajeunit de 10 ans. Il dit oui. Il dit oui tout de suite. Il serre la main de l'officier qui lui transmet l'ordre, et il rit, et il sort du bureau en sifflotant. On dit qu'il est allé saluer ses maquettes de chars dans le hangar avant de partir, qu'il leur a tapé sur le dos, comme à des chevaux qu'on laisse, qu'il a caressé le contreplaqué de l'un d'eux et qu'il a dit quelque chose que personne n'a entendu. Juin 1943. Le front de Voronezh en Ukraine dans la poussière et la chaleur. Apanasenko descend du train et tout ce qu'il voit lui dit qu'il est arrivé ailleurs. La guerre qu'il a quittée, en Extrême-Orient, sentait la résine, le poisson séché, la mahorka, la terre mouillée. Celle-ci sent le gazole, le fer brûlé, la poudre, la sueur rance des hommes qui n'ont pas dormi depuis 3 jours. C'est une autre guerre. Une guerre de mécaniciens, de tankistes, d'artilleurs, pas une guerre de cavaliers. Et puis il y a Vatoutine, Nikolaï Vatoutine, jeune, presque juvénile. Un homme de l'académie Frunze, un intellectuel du métier, un stratège de cabinet. Vatoutine fait la guerre assis, derrière une table, avec des cartes, avec des téléphones, avec des officiers de liaison qui courent. Vatoutine est à 10 km de la ligne de front. Apanasenko, lui, est un homme de ligne. Il se met à ronger son frein. Il demande à aller voir les troupes. Vatoutine dit « Attends ». Apanasenko insiste. Vatoutine temporise. Apanasenko saute dans sa Willy et file vers la première ligne. Et là, ce que ces officiers raconteront plus tard, ce qui deviendra une image que la mémoire russe a gardée intacte. Au milieu des bombardements. Les Messerschmitt qui passent en rase-motte, le sifflement des bombes, les explosions qui retournent la terre, les officiers qui se jettent dans la boue, Apanasenko reste debout, en pleine lumière, sans casque. Il refuse le casque qu'on lui tend. Il dit quelque chose et cette phrase-là, on peut la donner comme une citation qui s'est transmise, parce qu'elle colle à l'homme et que les gens qui l'ont entendue l'ont retenue. Je suis un cosaque.
J'ai toujours combattu en papaka. Je ne mettrai pas cette casserole sur ma tête. Je ne m'incline pas devant le métal allemand. Khrouchtchev, qui est membre du conseil militaire du front, racontera plus tard une phrase dans ses mémoires. Apanasenko cherchait la mort. Il se jetait dans le plus dur, comme s'il voulait nous prouver, à nous les jeunes, qu'il valait encore quelque chose. C'est dur à entendre. C'est probablement vrai. Un homme qui refuse le casque, qui reste debout sous les bombes, qui demande à aller plus près, qui cherche la ligne de feu comme d'autres cherchent l'air, c'est un homme qui n'a plus rien à perdre, ou qui croit qu'il a encore tout à prouver. 5 août 1943. La bataille de Koursk, qui a commencé en juillet, entre dans sa phase finale. Ce jour-là, les troupes soviétiques libèrent Orel et Belgorod. Ce jour-là, pour la première fois de la guerre, Moscou tire un salut d'artifice. Et les moscovites apprennent ce que c'est qu'une victoire qui se montre. Apanassienko, ce matin-là, est à l'état-major du front. Il annonce qu'il va rejoindre Rotmitstrov, qui commande la 5e armée de chars de la garde, pour voir de ses yeux comment les Allemands brûlent. Ses officiers tentent de le retenir. En l'air, disent-ils, la Luftwaffe mord encore. Les Junkers mordent encore. On se replie. Ce n'est pas un jour pour aller traîner sur les routes. Apanassienko dit ne porte pas malheur. Il saute dans la Jeep ouverte, sans bâche, et démarre. Midi. La route sous Belgorod est noire de monde. Des chars, des camions, de l'infanterie, des pièces d'artillerie tirées par des tracteurs. Un fleuve de fer qui coule vers l'ouest. La Willy d'Apanasenko est dans le courant, et le général est debout dans la Jeep, accroché au cadre du pare-brise, le buste hors de l'habitacle, exposé. Le chauffeur crie. « Air, camarade général ! Dans le fossé !» Les officiers tirent sur les manches. « Couchez-vous, Yossif Rodionovitch, couchez-vous !» Il ne se couche pas. Il lève la tête et il regarde. En l'air, un groupe de bombardiers allemands. Des Junkers, peut-être des Heinkel, peu importe. Ils descendent en oblique, tranquilles, propriétaires du ciel, avec leur croix noire sous les ailes. Le sifflement commence, puis devient hurlement, puis devient silence. Le silence absurde qui précède la chute. La bombe tombe. La Willy est soulevée comme un fétu. L'explosion la projette sur le bas-côté. Apanasenko est vivant, encore vivant. Un petit éclat minuscule entre sous le cœur. L'homme respire. L'homme saigne. La conscience vient et part. Il agonise 40 minutes, disent ceux qui l'ont vu. Il essaye de parler, quelque chose qui ne sort pas, de la mousse rouge aux lèvres. Et dans la tunique, dans la poche de poitrine, il y a un papier. Un feuillet plié en 4, couvert d'une écriture serrée. On le sort, on le lit, et la nouvelle remonte, par officier de liaison, par ligne téléphonique, jusqu'au Kremlin. Le texte du papier, c'est celui-ci, et c'est une vraie citation, parce qu'il a été conservé, parce qu'il est revenu à Staline, parce qu'on l'a publié après la guerre. Je suis un vieux soldat du peuple russe. 4 ans de guerre, j'étais à l'arrière. C'était insupportable. Maintenant je suis heureux. Je vais au combat. Si je meurs, je vous prie de me considérer comme un communiste, jusqu'au bout dévoué au parti de Lénine et de Staline. Je suis heureux de donner ma vie pour la patrie, mais j'ai de l'amertume à avoir si peu fait pour la victoire. Staline a lu ce papier. On dit qu'il est resté longtemps assis, le feuillet taché de sang entre les doigts, à le tourner, à le relire. Aucune archive ne le confirme. Mais la légende l'a voulu, et c'est intéressant, parce que c'est le même homme qui, 2 ans plus tôt, dans son bureau, avait entendu ce général lui gueuler dessus, et qui n'avait pas bronché. L'enterrement, Staline l'a voulu comme le général l'avait demandé. Pas le mur du Kremlin, pas le cimetière de Novodievitchi, où l'on enterre les maréchaux. Apanasenko avait écrit, dans une autre lettre, qu'on enterre à Stavropol, chez lui, dans la steppe,
là où ses ancêtres. Et Staline a obéi. Le cercueil a pris le chemin inverse, du front vers le sud, à travers les plaines du Caucase du Nord, jusqu'à Stavropol. Et là, sur la colline qui s'appelle la colline des communistes, on l'a mis en terre. Les Cosaques pleuraient. On raconte qu'ils étaient des milliers. Au centre de Stavropol, aujourd'hui, il y a un monument à cet homme qui gardait les moutons à 12 ans. Et maintenant, tu peux t'arrêter et regarder l'ensemble. Ce qui s'est passé n'est pas une biographie, c'est une légende et il faut la prendre comme légende. La scène du bureau, personne ne l'a sténographiée. Les mots, personne ne les a notés. Ce qu'on a gardé, c'est un dessin, un trait de caractère, une image. Un homme qui ose crier sur Staline et qui vit. Un berger devenu général d'armée. Un illettré qui sauve Moscou. Un bluffeur qui arrête 1 million de Japonais avec 5 tracteurs et du contreplaqué. Un homme qui écrit à Staline qu'il préfère mourir au combat que de vivre en gardant un champ vide, et qui meurt. Pourquoi cette légende-là a survécu, et pas une autre ? Parce qu'elle dit quelque chose que le pouvoir soviétique, dans sa langue officielle, n'a jamais su dire. Elle dit qu'un homme simple, presque analphabète, sorti de la steppe, peut tenir tête au tyran. Elle dit que le tyran, parfois, reconnaît dans l'homme qui lui tient tête quelqu'un qui lui ressemble. Elle dit que la frontière entre l'homme d'État et l'homme de guerre n'est jamais nette, et que dans cette zone floue, en 41, un berger de Stavropol a fait basculer l'histoire. C'est ça que les gens racontent. C'est ça qui reste. Et c'est pour ça que, dans les mémoires, dans les films, dans les livres, on entend encore, quelque part dans un couloir du Kremlin, le bruit d'un verre de thé qui tombe sur un tapis.